Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde ce soir pour cette autre édition de l'information. Édition que nous ouvrons par l'actualité du jour. Coopération entre la France et le Cameroun. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, était en visite de travail ce jeudi 25 octobre 2019 sur le second pont, sur le Vouri. Le patron du Quai d'Orsay a été reçu par le ministre camerounais des Travaux publics, Emmanuel Gagnon-Messi, et a pu apprécier le bijou construit sur financement de l'Agence française de développement, ouvert à la circulation depuis un peu plus d'un an. Les précisions de Jean Jamayedna et de Patrice Foucault qui étaient à la suite du diplomate français. C'est un deuxième pont sur le fleuve Vouri, ouvert à la circulation depuis le 9 novembre 2018 que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a visité ce jeudi 25 octobre 2019 à Douala, long de plus de 800 mètres. C'est un ouvrage futuriste constitué de 5 voies de circulation, de 2 trottoirs et un viaduc ferroviaire, initialement évalué à 120 milliards de francs CFA lors de la cérémonie de pose de la première pierre en novembre 2013 par le couple présidentiel, accompagné de l'ambassadrice de France au Cameroun de l'époque, Christine Robichon. Le projet de construction du deuxième pont sur le fleuve Vouri, qui a été cofinancé par l'AFD, entendez Agence française de développement, à hauteur de 65,6 milliards de francs CFA, des fonds C2D, entendez contrat de développement et de désendettement, 21,6 milliards de francs CFA, et de l'État du Cameroun, pour 32 milliards de francs CFA, a connu courant son exécution. Un nouveau prêt de 29,5 milliards de francs CFA pour permettre à l'État de réaliser des aménagements complémentaires au projet initial. Et c'est sous une pluie battante ce jeudi que le ministre camerounais des Travaux publics, Emmanuel Gagnon-Messi, a présenté à l'hôte de marque, Jean-Yves Le Drian, ce bijou qui connaît un trafic de plus de 60 000 véhicules par jour, selon les statistiques de la communauté urbaine de Douala. Pour le patron du Quai d'Orsay, il ne s'agit plus de lamentation, mais plutôt d'apprécier et d'admirer ce bel ouvrage qui contribue à la mobilité des populations et sonne ainsi le glas des interminables bouchons lors de la traversée du fleuve Vouri. C'est un deuxième pont sur le fleuve Vouri qui a aussi le mérite d'établir une sorte de connexion dynamique entre les régions de l'Ouest, du Sud-Ouest et du littoral. Un pont qui dessert les populations de Douala 4e et le reste de la métropole économique, dont l'objectif de la France est d'accompagner le Cameroun dans son développement économique. Nous restons avec vous, Jean Jamayedna et Patrick Foucault, pour indiquer qu'en marge de cette visite sur le second pont sur le Vouri, construit sur financement de l'Agence française de développement et ouvert à la circulation depuis pratiquement un an, ouvrage par ailleurs qui attend désormais son inauguration officielle. Les Doualais apprécient cet ouvrage qui permet désormais de réduire la distance entre la pénétrante ouest de la ville de Douala et le centre-ville. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Regardez. Ouais, ici au niveau du pont, je trouve que les travaux réalisés par la société française ont été bien réalisés. À l'époque, il y avait trop d'embouteillages ici. Il me raconte qu'après les travaux, les gens circulent aisément. Il n'y a plus aussi assez de saleté au sol. Les travaux ont été bien faits. Mais il y a des endroits ici, lost time. Quand il pleut là, les voitures sont obligées de freiner. Il y avait un calvaire terrible, mon frère. Il pouvait faire 1 heure de temps pour arriver là à Bonabéry. 2 fois même, il marchait à pied. Il fallait voir les gens en rang qui sortaient dans les taxis. Ils préfèrent marcher à pied parce qu'il n'y avait pas moyen de traverser. Aujourd'hui, là, ça passe. Ça a amélioré néanmoins. Les travaux sont bien faits, c'est bien fait. Moi, j'apprécie. Notre pays est un peu comme la ville, comme l'Europe, quoi. Donc, ce que je veux dire. Donc,
on ne peut qu'apprécier, je ne peux qu'encourager les gens d'aller de l'avant, quoi. Donc, il n'y a que ça. On ne peut pas condamner quelqu'un de chercher son pain quotidien. Hein. Donc, on peut que leur demander seulement de ne pas aller sur la chaussée, quoi. Donc, de vendre un peu au lieu reculer de la route. C'est le coup de tonnerre de la journée. Il s'agit d'un document ultra confidentiel, pourtant qui a fuité et désormais sur les réseaux sociaux. Le document signé du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, annonce et demande au top management du port autonome de Douala de suspendre l'attribution du marché de la gestion du terminal à conteneurs de cet espace portuaire situé à Douala. Bonabéry. L'ouvrage avait pourtant connu un appel à manifestation d'intérêt qui avait abouti à la désignation d'un adjudicataire provisoire en attendant le paraphage de ce contrat annoncé pour le mois de décembre 2019. Cette note en circulation qui intervient pratiquement moins de 24 heures après la visite d'Yves Le Drian, sa descente et son séjour au Cameroun, suscite désormais une vive controverse. Plus de précisions dans ce reportage. Sur le document frappé du sceau de la confidence et pourtant en circulation sur la toile, l'on a appris que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, demande la suspension de la procédure de passation de la concession du terminal à conteneurs au port de Douala-Bonabéry. Motif officiellement évoqué par le SGPR, l'attente des conclusions définitives de l'affaire Société APM Terminal PV et Bolloré SA contre Port autonome de Douala, pendante au tribunal administratif du littoral et portant sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de la décision numéro 006219/DG/PAD du 8 janvier 2019. S'il s'agit donc officiellement d'une question de droit processual et une mesure conservatoire visant à protéger les intérêts des différentes parties en conflit jusqu'à l'issue définitive du contentieux administratif, difficile cependant de ne pas y voir, à travers cette requête du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, l'effet du séjour de Jean-Yves Le Drian, le diplomate français, est en visite de 48 heures au Cameroun depuis hier. Et le document du SGPR, frappé du sceau de la confidence, est daté du 23 octobre 2019. Certains y voient donc une coïncidence questionnable, ce d'autant que le top management du port autonome de Douala avait rendu public le nom de l'entreprise sélectionnée comme adjudicataire provisoire de la concession du terminal le 16 septembre 2019. Un marché qui avait alors été attribué à la société Terminal Investment Limited, une filiale suisse, ceci en ayant au préalable écarté le consortium Bolloré APM de la course à l'attribution de ce marché juteux de plusieurs milliards de francs CFA, décision qui avait alors été contestée par la Douala International Terminal, filiale du milliardaire français Vincent Bolloré, et qui, à travers le consortium Bolloré APM, gérait le terminal à conteneurs du port de Douala depuis 2005. Un bail qui arrive à expiration au cours de ce mois de décembre 2019. Rappelons que la Terminal Investment Limited, qui attend de parapher son contrat avec le port de Douala, une fois le contentieux vidé devant le tribunal administratif du littoral, proposait à l'État du Cameroun des redevances de l'ordre de 357 milliards de francs CFA en 15 ans contre 62 milliards de francs CFA versés par la DIT dans les caisses du trésor public en 15 années d'exploitation. En outre, la filiale suisse adjudicataire provisoire du marché proposait d'investir 153 milliards de francs CFA dans la maintenance et la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala contre seulement 52 milliards de francs CFA investis en 15 années par la Douala International Terminal de Vincent Bolloré. Parlons à présent de cette rencontre entre Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe de la France, qui est en séjour au Cameroun et s'est rendu au groupement interpatronal du Cameroun. Une rencontre qui a surtout permis de relancer la coopération entre le secteur privé camerounais et la France. Plus de précisions dans ce reportage. D'entrée de jeu, le président du groupement interpatronal du Cameroun, Célestin Tawamba, a tenu à rappeler le contexte difficile dans lequel intervient la rencontre entre Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, et le secteur privé camerounais. Pour le diplomate français, il s'agit d'une rencontre avec les créateurs de richesses du Cameroun, faite à la demande du président français Emmanuel Macron, qui veut relancer le partenariat entre le Cameroun et la France. Et ce matin, j'ai eu avec eux un coup de cœur, mais ça montre au-delà de leur dynamisme,
que l'innovation est un élément central pour le développement et la France veut être à ce rendez-vous-là de l'innovation au Cameroun. Il y aura un sommet Afrique-France qui se tiendra l'année prochaine à Bordeaux et qui sera dédié à la ville durable. Une France qui se dit donc disposée d'aller jusqu'au bout dans le cadre de la relance du dialogue sur des sujets, sur le sujet des devises, les aérés de paiement de certaines entreprises françaises et suit de près l'engagement du soutien budgétaire au Cameroun. Avec le président Biya, nous sommes à une autre période. Et c'est dans le cadre de cette nouvelle donne que je suis venu pour relancer le partenariat entre nos deux pays. Et cela passe évidemment aussi par le partenariat entre nos entreprises. Cet échange avec les créateurs de richesses du Cameroun et le ministre des Affaires étrangères de la France, Yves Le Drian, qui conduisait une forte délégation de créateurs de richesses français, s'est soldé par un échange de bons procédés. Nous parlons à présent de la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Les festivités se poursuivent à Yaoundé. Une concertation grandeur nature a même été initiée par Grégoire Ona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, où il était surtout question de réfléchir autour de la mise en place d'une stratégie nationale du travail au Cameroun. Frédéric Moutomé, Elvis Goué. La réflexion d'envergure ouverte à Yaoundé sur l'initiative sur l'avenir du travail rentre dans le cadre des activités de la célébration du centenaire de l'Organisation mondiale du travail qui promeut la justice sociale pour une mondialisation équitable, gage d'une paix universelle et durable. Conduit par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, cette concertation porte autour de 4 thématiques, à savoir le travail et la société, l'emploi décent pour tous, l'organisation du travail et de la production et enfin la gouvernance du travail. Le monde du travail aujourd'hui est confronté à plusieurs défis et le monde est en mutation, le monde du travail aussi est en mutation. Donc il est important pour les organisations de travailleurs de s'interroger là-dessus. Et nous saisissons donc cette opportunité que le gouvernement offre avec le BIT pour qu'on continue la réflexion. Les thématiques ainsi développées visent à échanger autour de la problématique du travail avec pour point d'orgue la déclaration du centenaire pour l'avenir du travail. Le travail, c'est la vie des gens, c'est la dignité des gens. Quand tu n'as pas de travail et de bon travail, tu n'es rien. Vous le savez, tout le monde le sait. Tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de famille, tu n'as rien. Donc le travail, c'est ça. Et c'est pourquoi cet atelier est très important pour que les gens puissent vraiment décider. Il est davantage question, à travers ces échanges, de rendre au travail toute la place qu'il mérite, surtout qu'il fait partie de la devise de notre pays, le Cameroun. Et à terme, cette réflexion vise la mise en place d'une stratégie nationale sur l'avenir du travail au Cameroun, dont la finalité doit porter sur la promotion du travail décent pour toutes les couches de la population. Les présentes assises qui nous réunissent ici visent ainsi à matérialiser l'engagement pris par le chef du gouvernement devant vous il y a quelques mois, à travers le démarrage du processus de mise en place de la stratégie nationale sur l'avenir du travail au Cameroun. Il sera question, au cours de cette réflexion, de repenser le travail. Au finish, il est question de s'approprier le concept et les enjeux de l'avenir du travail, concevoir des orientations pour l'élaboration de la stratégie nationale sur l'avenir du travail, identifier les axes stratégiques pour une meilleure implémentation de cette stratégie et enfin proposer des mécanismes et outils pour assurer la mise en œuvre efficace et durable de la stratégie nationale de l'avenir du travail au Cameroun. Rendons-nous à présent à Boura, une localité située dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où les populations sont prises au piège des enlèvements avec demande de rançon. La situation est fortement inquiétante. Les autorités administratives et militaires ont pourtant lancé une opération à Danor visant à neutraliser les ravisseurs. Les précisions de Frédéric Moutomé et d'Adji Gondje. L'insécurité est devenue la chose la mieux partagée dans l'arrondissement de Boura, département du Mahot-Sanaga, région de l'extrême nord Cameroun.
Il ne se passe pas de jour sans enlèvement ou rapt avec demande de rançon. Les rapts, c'est tous les jours. Les demandes de rançon, c'est tous les jours. Mais ça se passe dans des petits villages environnants où maintenant la population ne peut pas vaquer à ses occupations quotidiennes tranquillement et sereinement. Et la majeure des personnes qu'on arrive à prendre, c'est des gens qui ne sont même pas nantis de quelque chose qu'il faut payer. Ce village est situé à l'entrée et à la sortie des ravisseurs. C'est presque un village carrefour. Et le village est situé à l'est des sites des ravisseurs. Ce qui fait que de temps en temps, ils sont là. À ce jour, 40 enlèvements sont à mettre à l'actif de ces ravisseurs qui multiplient des actes d'intimidation à l'endroit des populations. D'ailleurs, certains villageois disent avoir reçu des tracts, d'autres parlent d'appels téléphoniques les invitant à mobiliser de fortes sommes d'argent pour éviter d'être enlevés. À Djeki, il y a 2 qui sont rentrés hier et d'autres à qui on a demandé qu'ils viendront. Ils ont pris rendez-vous sur des papiers que nous allons venir. Préparez-vous. D'autres, préparez-nous de l'argent. On va passer. À Movoy, on l'a suivi chez lui jusqu'à ce qu'il arrête sa moto et que Dieu l'a fait sauver. Mais on a pris son épouse et son enfant. Donc c'est quelque chose qui est pratiquement quotidien. Donc la peur vit dans pratiquement tous les villages par rapport aux histoires de rap. Au regard de la recrudescence de ces actes d'enlèvement et rapt, les populations parlent de potentiels complices en leur sein. La complicité qui existe parce que quelqu'un ne peut pas quitter du Tchad par exemple ou d'un village voisin pour venir dans un village et savoir que tel a dans sa maison 6 chambres et qu'il y a 2 chambres qui sont occupées par ses épouses et l'autre c'est lui qui s'occupe. Certainement il y a une complicité dans le village. Il y a toujours des complicités. Parce que sinon, on ne peut pas aller prendre quelqu'un chez lui sans que quelqu'un ne sache. Face à cette peur grandissante au sein de la population de Boura, autorités administratives traditionnelles, forces de maintien de l'ordre et population tentent des actions à l'effet de mettre hors d'état de nuire ces malfrats, mais font face aux problèmes de distance et de relief. Là où ils résident, c'est une grande forêt. Une grande forêt. C'est le relief qui fait que ces gens-ci viennent agir de temps en temps. Et ensuite, les renseignements que nous recevons, les renseignements viennent tard. Les renseignements viennent tard. Le village est situé à 25 km de Boura, là où il y a la brigade. Imaginez, on nous renseigne. Aussitôt, on appelle. Le CB se déplace avec les éléments associés avec la police et les membres du comité de vigilance locale. Arrivés, on trouve qu'ils sont déjà partis. C'est là où on n'a pas pu maîtriser la situation. Loin de baisser les bras, des actions concertées restent de mise sur le terrain contre ces malfrats et bandits de grands chemins qui n'ont qu'à bien se tenir, surtout avec l'entrée en fonction du tout nouveau sous-préfet qui a reçu comme consigne d'éradiquer ce phénomène. Poursuivons cette édition de l'information avec cette lutte contre l'insécurité. Cette fois-ci, nous nous rendons dans la capitale régionale du Nord, Cameroun, où des présumés malfrats ont été interpellés et gardés au commissariat de Djamboutou. C'est à Garoua. Ils sont 6 au total, soupçonnés d'avoir abattu un employé de la Caisse nationale de prévoyance sociale, agence de Garoua. Ils ont été présentés au public. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Seydou Fonzi. 6 présumés assassins aux arrêts au commissariat de sécurité publique de Garoua. Ils sont suspectés d'avoir sauvagement assassiné dans la nuit du 4 au 5 septembre 2019 le nommé Léon Richards, 35 ans sonné, employé à la CNPS de Garoua, au lieu dit Huileries de Coton. Monsieur le procureur de la République nous a fait tenir le numéro de téléphone du défunt. C'est comme ça que les réquisitions ont été adressées à MTN, à Orange et même à la division des transmissions à Yaoundé pour l'exploitation des vidéosurveillance. Lorsque nous avons donc eu les résultats des réquisitions à Orange, nous avons constaté que le lendemain,
de son agression, on avait utilisé son téléphone. Nous sommes donc mis à la recherche de cet utilisateur-là. Nous l'avons localisé, mais il fallait trouver un moyen ou le lieu idéal pour l'interpeller. Nous avons localisé ce garçon et nous l'avons interpellé. Monsieur Abdul Aziz Sali, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été auditionné. Et c'est pendant son audition qu'il nous livre dans le nom de celui auprès de qui il avait acheté le téléphone. Il a reconnu l'avoir utilisé, mais il dit qu'il l'a acheté chez tel qui était en panne d'argent. Et là, il s'agissait de l'un des membres de ce gang. J'ai nommé ici, et le chef d'ailleurs, Yasser Arafat alias Dawe. Pris l'un après l'autre, après une enquête minutieusement menée par les fins limiers de la police nationale, ce gang de présumés malfrats, dont le chef va passer aux aveux complets, va conduire à la reconstitution de leur mode opératoire à la cour du commissariat de Djamboutou à Garoua. On était ici, chez mon ami. On est venu chez lui, il nous a appelé. On a serré, il est tombé. Il a commencé à bagarrer. C'est pas là. C'est l'appel que je donne aux populations, de faire confiance à la justice, de faire confiance aux forces de sécurité, parce que quand un acte comme celui-là, l'assassinat de M. Zé, un acte macabre, a été perpétré, ça nous a pris pratiquement plus d'un mois pour remonter toute la filière. Et vous avez vu, vous avez suivi vous-même, nous savons, les forces ont travaillé à Garoua, à Pitois, au camp chinois, à Rundiadja. Bref, bonne collaboration entre toutes les forces de sécurité et qui a permis de mettre hors d'état de nuire toute cette bande de malfrats. Le gang de présumés assassins, qui n'est pas son premier coup, désormais derrière les barreaux du commissariat de sécurité publique de Djamboutou à Garoua, attend d'être présenté au procureur de la République pour reprendre des faits reprochés à chacun des membres de ce gang de présumés malfrats et assassins. Hors de nos frontières à présent, le gouvernement du Soudan entend réussir là où le printemps arabe a échoué en engageant de véritables réformes pour faciliter l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Alors que l'accalmie s'installe progressivement dans le pays, le nouveau gouvernement soudanais veut un nouveau départ. Le Soudan, en quête d'aide financière, souhaite bâtir une économie orientée sur la jeunesse en investissant dans l'éducation. Il y a un besoin urgent de créer des emplois pour les jeunes. Et ces jeunes Soudanais, ce sont eux qui ont fait cette révolution. Et ce sont eux qui ont payé le prix ultime et consenti les sacrifices pour leur pays. Et il est de notre responsabilité de prioriser leurs besoins et de répondre à leurs aspirations. Secoué pendant des mois par des manifestations, le Soudan a besoin de près de 3 milliards de dollars américains pour stabiliser son budget et entend privilégier la maîtrise de l'inflation, des réformes de fonds et une protection sociale. Nous espérons que, grâce à l'aide bilatérale et au fonds d'affectation spéciale multidonateurs, nous pourrons réellement générer l'aide dont nous avons besoin, qui est estimé à près de 3 milliards de dollars, afin de couvrir les besoins immédiats et de stabiliser le budget. Depuis sa formation en septembre, le gouvernement soudanais de transition se trouve sur le fil du rasoir en raison de sa dette de plus de 60 milliards de dollars américains, dont il souhaite voir une annulation partielle. Le Soudan, avec plus de 65% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, bénéficie actuellement d'aides financières de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Toujours avec nos confrères d'Africa News, évoquons cette fois-ci ce tête-à-tête entre 3 dirigeants africains et le patron du Kremlin, Vladimir Poutine, qui a convoqué les premières assises réunissant les pays d'Afrique autour de la Russie, au bord de la mer Noire, à Sochi. Les précisions dans ce reportage. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré en tête-à-tête les présidents du Nigeria, de l'Ouganda et du Soudan mercredi en marge du sommet russe Afrique à Sochi. Le président ougandais sollicite une nouvelle option au sujet des relations commerciales entre la Russie et les pays du continent. Nous voulons en acheter plus.
Nous avons payé comptant dans le passé et cela ralentit le rythme parce que nous devons avoir de l'argent pour payer. Ce que je propose, c'est que vous fournissiez et que nous payons. Ce serait une sorte d'offre de crédit. Cela nous fera construire plus vite. Grâce au soutien de nos amis alliés comme la Fédération de Russie, nous avons considérablement réduit le nombre de terroristes de Boko Haram. Le président Poutine a dévoilé les axes que son pays entend exploiter dans le cadre de sa coopération avec l'Afrique. Nous avons de grands projets actuellement en cours, y compris une coopération sur l'exploration des ressources minérales de base. Les investisseurs russes ont investi des sommes importantes, par exemple dans les mines d'or de votre pays, dont le projet phare est le projet Kush, qui produit 3 tonnes d'or par an. De notre côté, nous attendons que vous approuviez et signiez l'accord sur la poursuite de la coopération entre le Soudan et la Russie afin que nous puissions coopérer à la réforme de l'institution militaire et au développement des capacités de ces forces armées. Moscou promet l'annulation de 20 milliards de dollars de la dette des pays africains. Reste à préciser la période de sa mise en œuvre. Et puis on en vient actuellement à l'actualité sportive de cette livraison de l'information en parlant du mondial des U17. L'équipe du Cameroun souffle le chaud et le froid au Brésil entre absence de matériel d'entraînement, absence de sparring partner et réclamation des primes. La sélection de Libye Thomas s'apprête à entamer la compétition avec un moral au plus bas. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon. La situation que vivent les U17 camerounais au Brésil à quelques jours seulement du coup d'envoi de la Coupe du Monde de leur catégorie n'est pas du tout réluisante. Libye Thomas et ses poulains ne savent plus à quel sens se vouer au regard de la situation critique à laquelle ils font face. Depuis leur présence au pays de Neymar Junior, les U17, dans leur préparation, n'ont pas eu droit à des véritables sparring partners. Le Japon et Haïti, qui avaient été sollicités, ont désisté à la dernière minute. Et l'équipe camerounaise n'a pu que se contenter des formations des secondes zones. Pire encore, les U17 camerounais ne disposent pas du matériel suffisant pour les entraînements. Le nouveau équipementier, le coq sportif, n'a pas disposé d'assez d'équipement pour les joueurs et même pour l'encadrement technique présent au Brésil. Ainsi, les joueurs sont parfois obligés de jongler avec le peu d'équipement disponible et se servir aussi des vieux équipements de la firme Puma, dont le contrat avec le Cameroun a été résilié. Cette situation a poussé le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moale Kombi, à faire une sortie pour demander au président de la Fédération camerounaise de football de prendre des dispositions qui s'imposent afin que cet imbroglio qui ternit l'image du Cameroun soit résolu au plus vite. En ce qui concerne la valorisation des primes réclamées par les joueurs, Narcisse Moale Kombi rejette la faute à la Fédération camerounaise de football qui n'a pas pris des dispositions pour que cette situation n'arrive pas au sein du groupe. C'est donc la traversée du désert pour Libye Thomas et ses joueurs qui débutent la compétition dans 4 jours. Mais de l'avis de certains observateurs, tout cela semble orchestré par les détracteurs du coach Libye Thomas qui prévoit déjà un échec du Cameroun à ce mondial et le pousser vers la porte de sortie. Parlons à présent de la deuxième journée de l'Elite One, bouclée ce jeudi à travers 3 rencontres au programme. À noter la large victoire de Coton Sport de Garoua sur Yon Sport Academy de Bamenda sur le score fleuve de 6 buts à 1. Le point avec vous, Zobel Apollinaire Bon. Coton Sport de Garoua aura enregistré la plus large victoire de cette deuxième journée après avoir atomisé Yon Sport Academy de Bamenda 6 buts à 1. Feuille FC de Diko Banjoun s'incline devant APGS de Fou 1 but contre 2. Edin Sport de la Liquier s'impose face à Fovo Club de Baham sur le score étriqué d'un but à 0. Ces 3 rencontres s'ajoutent aux 5 autres disputées hier. En rappel de résultats,
L'on a noté la victoire de l'Union sportive de Douala sur le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé 1-0. Le match nul de Bamboutos Football Club de Bouddha 0 but partout face à AS Fortuna. Avion Academy FC a été battu par la Colombe du Dia et Lobo 0 but contre 2. Stade de Renard de Mélon bat le Canon sportif de Yaoundé 3-1. La seule rencontre qui a été reportée à une date ultérieure est celle qui devait opposer les Astres de Douala à la Panthère sportive d'Undé. C'est donc 8 rencontres totales qui se sont disputées pour le compte de cette deuxième journée, moins prolifique en termes de buts que la première. C'est ici que prend fin cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis ce soir et restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.